Les amis, cette vidéo est faite en collaboration avec Oli. Alors Oli, c'est quoi? La voilà, la petite boisson miracle qui va être très utile cet été. Oli vous propose des boissons énergisantes et des iced tea meilleurs pour la santé que les concurrents. Et on va enterrer un mythe tout de suite, donc genre rageux, tu poses directement tes doigts là sur la table. J'écoute. Tu l'enlèves doucement de ce clavier. Ça ne remplace pas de l'eau. Quoi? Évidemment que celle-ci, ça doit rester votre hydratation principale. D'ailleurs, je me demande qui a bien pu vous faire croire quelque chose pareil. C'est un véritable mystère. Pour ma part, j'avoue que j'ai adopté Oli et que j'en bois tout au long de ma journée. Évidemment avec de l'eau à côté. Le matin par exemple, j'aime bien me donner un petit coup de fouet avec leur gamme énergisante que j'utilise aussi comme pré-workout quand je vais à la salle, ce qui n'arrive jamais. Elle contient notamment de la New Caf, une caféine plus stable qui a été cristallisée et qui évite le crash post-caféine qu'on connaît tous. Et qui permet aussi du coup d'avoir une énergie un petit peu plus stable durant la journée et de se diffuser tranquillement durant vos heures de travail. Durant la journée, j'aime bien aussi consommer leur gamme hydratation, soit après le sport, ce qui n'arrive encore une fois pas souvent, ou juste pour le plaisir, comme il fait chaud chez moi et que j'ai pas forcément de clim, ou encore que je vais promener mon chien, il fait vite assez chaud, je perds pas mal d'électrolytes. Quand j'ai des amis de temps en temps, je propose un petit Oli Iced Tea, ça remplace une fameuse marque au logo rouge, qui n'est pas très bonne pour la santé et qui peut accessoirement démarrer un moteur de scooter. Moi, ce qui me plaît énormément, c'est que leurs boissons, elles sont beaucoup plus saines que d'autres marques, surtout celles qu'on retrouve dans les magasins en fait. En plus, c'est sans sucre et franchement ça tombe bien parce que je vous avoue que je suis pas très sucré. D'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, vous êtes plutôt team sucré, team salé. Évidemment, ça ne m'intéresse pas, c'est pour le référencement. Leurs arômes et leurs colorants, ils sont tous 100% naturels. La gamme Oli Iced Tea contient des antioxydants ainsi que des multivitamines bons pour la santé. Néanmoins, je précise quand même, parce qu'il faut le dire, Oli n'est pas une boisson healthy. C'est une alternative au soda qui permet de s'hydrater autrement et surtout de consommer des boissons moins néfastes pour la santé. D'ailleurs, je précise quand même, mais les boissons énergisantes, c'est pas avant 16 ans les amis. Donc à prendre en compte lorsque vous allez passer votre commande. Perso, moi, mon goût préféré, c'est le citron de la gamme énergisante, que je saigne relativement souvent quand même. Ça passe super bien en été, et franchement, ça change du goût horrible que laissent d'autres boissons énergisantes. Franchement, c'est dégueulasse dans la bouche, c'est tout pâteux. Après, c'est peut-être aussi parce que je pue de la gueule. Si vous les avez jamais essayés, je vous conseille les packs découvertes. Ce sont des petites boîtes d'échantillons qui permettent de goûter la majorité des saveurs, et en plus, le format Oli permet pour chaque boîte achetée d'éviter de jeter 50 canettes. Donc, vous faites même un geste pour l'environnement. Vous êtes vraiment des chic types. Hein. Si vous êtes convaincu en ce moment, il y a 5 € de réduction sur vos premières commandes avec le code Julano5 ou en passant directement par le lien en description, les famosos. Ça vous donne accès à un starter pack qui contient des sachets et une gourde. Et vous avez aussi moins 10% avec le code Julano. Et ça, c'est sur toutes vos commandes. Merci encore une fois, Oli, de nous avoir accompagnés et bonne vidéo à tous. Est-ce que vous connaissez Amixem? À mon avis, il y a bon nombre d'entre vous qui sont déjà abonnés à sa chaîne ou au moins qui ont déjà eu l'occasion de tomber sur un de ses concepts. Et pourtant, ça n'a pas grand chose à voir avec l'histoire. Je suis un arnaqueur, vraiment. Et pourtant, il y a un élément qui a quand même un rapport avec notre histoire. Amixem possède ses studios dans une ville nommée Angers. C'est plus précisément à Beaucouzé, à l'ouest d'Angers, mais ça reste hyper important puisque c'est littéralement dans cette ville que va commencer notre enquête. À la seule différence qu'elle ne débute pas en 2025, mais en 2002. Alors pour ceux comme moi qui sont nés dans les années 2000, mais aussi la génération des 90, on est à peu près à ce moment-là. La pique de Nestlé, c'est fort au chocolat. Tom Sawyer, c'est l'Amérique. Du son, si t'enlèves la cédille, ça fait gare. Fais trop pitié, tu me saoules, vas-y par la maman. Voilà, Scooby-Doo, nous on te suit partout. Corneille est permis. Voici mon histoire. Comme je le disais, durant cette époque qui était absolument géniale et qui était clairement mieux qu'avant, il y a une femme nommée Margot qui se rend au commissariat d'Angers pour une histoire assez particulière. Elle veut parler de ses ébats sexuels avec son mari, Eric. Alors de prime abord, ça peut paraître assez étrange, mais plus Margot elle parle, et plus on comprend non seulement qu'elle a bien fait de venir voir la police, mais qu'en plus, les choses qu'elle dévoile sont absolument sordides. Elle explique être mariée à un homme nommé Eric, et que depuis un certain temps, lorsqu'ils ont des relations intimes, Eric lui parle constamment d'un sujet assez particulier qu'on ne raconte pas forcément dans ce genre de moment. Eric ne peut pas s'empêcher de parler d'enfants. À ce moment, les policiers y comprennent immédiatement que l'affaire qu'ils s'apprêtent à entendre risque d'être assez tendue. Et ils vont donc rediriger Margot vers la brigade des mineurs qui va prendre du coup sa déposition. Margot, elle semble stressée, elle a du mal à expliquer concrètement ce qu'elle a en tête, et il faudra un bon moment avant qu'elle puisse enfin en révéler un peu plus à la police, qui ne s'attend mais alors clairement pas à ce qu'ils vont entendre. Margot raconte que lorsqu'elle faisait l'amour avec son mari, celui-ci avait un comportement qu'elle qualifie de malsain.
En fait, Eric a du mal à avoir des orgasmes et à jouir avec sa femme, et le remède qu'il a alors trouvé pour assouvir ses pulsions, c'est de décrire à sa partenaire ce qu'il aimerait faire à de jeunes enfants, leur faire des choses de nature sexuelle. Au début, Margot explique ne pas s'inquiéter plus que ça, pensant qu'il s'agit simplement d'un fantasme un peu bizarre ou mal placé. Jusqu'au jour où Eric il va franchir un nouveau cap. C'est un cap qui va littéralement donner lieu à l'une des enquêtes les plus troublantes et les plus ignobles que la France n'ait jamais connues. En fait, il va sceller son destin avec un prénom. Il va parler d'une certaine Marine. Et ce nom, il ne leur est malheureusement pas inconnu. Eric raconte durant son fantasme que la petite Marine aurait été violée. Et il donne des détails assez flippants. Il parle notamment d'un village qui s'appelle Trélazé. Encore une fois, Margot le connaît très bien puisqu'il se situe en bordure d'Angers, pas très loin de chez eux. Avant de continuer l'histoire, faut comprendre que pour Marine, Eric et Margot la connaissent très très bien. Puisqu'en fait, il s'agit tout simplement de la fille de 5 ans d'un couple d'amis. Et vous allez voir que la suite ne va clairement pas aller en s'arrangeant. Toujours dans l'optique d'avoir un orgasme, il raconte avoir emmené la jeune Marine dans sa voiture jusqu'à Trélazé, puis de l'avoir déposée dans une ancienne carrière d'ardoise avant de la violer en pleine nature. Il donne ensuite des détails à sa femme qui s'avèrent plus que troublant. Il a d'abord demandé à la petite fille d'enlever son slip avant de descendre sa bouche et de lui lécher le sexe, puis d'obliger la jeune fille à lui sucer le sien. Le gros problème dans cette histoire, en plus de ce qu'Eric vient de raconter, c'est pas seulement qu'il ait besoin d'imaginer des choses aussi étranges pour avoir des orgasmes, c'est qu'il y a de grandes chances que ce que Eric ait raconté à sa femme soit en fait vrai. En effet, quelques temps plus tôt, ce même Eric était condamné par la justice à 4 ans de prison ferme pour avoir attouché sexuellement plus d'une dizaine d'enfants. Et dans le lot, il y a ses propres enfants, ainsi que ses propres nièces. Sur les 4 ans qu'il aurait dû purger, Eric va en faire seulement 2. Et c'est lors de sa sortie de prison qu'il va alors commencer à s'intéresser à la jeune Marine, qui à l'époque n'a que 5 ans. Le problème à ce moment-là, c'est que Margot, elle a aucune preuve. Tout ce que son mari il a avancé n'est que de l'ordre du fantasme. Alors oui, c'est troublant, mais ça reste que du fantasme. Après, libre à vous de juger de ce mode de pensée. Moi, je trouve que c'est ultra borderline. Malheureusement, on peut pas encore engager une procédure contre quelqu'un sous prétexte qu'il a les idées mal placées. Pour continuer notre histoire, on doit s'intéresser à la famille de Marine, et plus précisément à ses 2 parents, Franck et Patricia. Il s'agit d'une famille tout ce qu'il y a de plus normal, du moins en apparence. Alors que Marine n'est encore qu'en maternelle, une assistante sociale et des professeurs vont tirer la sonnette d'alarme. Ils trouvent que son comportement à l'école est plus qu'étrange. Je sais pas si vous vous en souvenez, mais moi je sais qu'à la maternelle, durant les après-midi, on devait aller faire la sieste dans une espèce de grande salle, et on était du coup plusieurs gamins à aller se chercher des matelas, et habituellement on s'endormait tous les uns à côté des autres. Et vous allez voir que pour Marine, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Elle a du mal à trouver le sommeil, et du coup, elle va commencer à faire quelque chose d'assez étrange. La petite fille, au milieu de tous ses camarades, va commencer à se masturber. Une maîtresse va alors l'interpeller et va essayer de comprendre pourquoi Marine elle adopte ce comportement, et ce que Marine va lui révéler va clairement lui faire froid dans le dos. Je me masturbe pour dormir, quand je n'arrive pas à trouver le sommeil. Quand je suis à la maison, c'est papa qui le fait. Il vient le soir dans ma chambre pour me le faire. Et parfois, il met une cagoule pour rigoler. La maîtresse, elle comprend immédiatement qu'il y a quelque chose qui ne va pas du tout, et elle décide de contacter une psychologue et d'envoyer la petite fille discuter une session avec elle. Et encore une fois, ce qu'on va apprendre est tout simplement terrifiant. Marine va s'ouvrir à propos de ce qu'elle vit à la maison, mais va révéler un détail que clairement on n'attendait absolument pas. Elle explique qu'à la maison, en fait c'est pas son papa qui lui fait des choses, c'est son grand-père, du côté maternel. Et lorsque la session elle est terminée, elle glisse une petite phrase à voix basse et elle dit simplement « Ma sœur aussi ». Est-ce que vous vous rendez compte de l'horreur que ces gamines sont en train de vivre? C'est juste abject, et malheureusement, sachez que c'est vraiment que le début de l'histoire. Ça va juste devenir de pire en pire. La police, elle est rapidement mise au courant de l'affaire, et elle décide de convoquer les parents de la petite Marine, Franck et Patricia, et c'est sa mère qui va craquer en premier. Elle révèle qu'elle aussi, étant petite, elle a vécu des attouchements de la part du grand-père de Marine, donc de son propre père. Le problème, c'est que les enquêteurs, ils vont simplement prendre pour acquis que ce fameux grand-père est le seul monstre dans l'histoire, sans forcément aller chercher plus loin. Du coup, ils vont condamner à 6 mois de prison pour abus sexuels, ce qui est déjà une peine complètement débile compte tenu de ce qu'il a fait, et la police elle va tout simplement clore le dossier. Marine et sa petite sœur retournent donc sagement à l'école comme si de rien n'était, et la vie reprend son cours. À un détail près. 6 mois après les premières découvertes, l'institutrice de Marine va à nouveau tirer la sonnette d'alarme. Marine elle avait un copain de classe qu'on va nommer Tim pour les besoins de notre enquête, et Marine elle cherchait souvent sa compagnie, d'abord pour jouer, mais ensuite pour faire des choses
plus qu'étrange. Sur les tapis disposés un peu partout dans la salle et où les enfants sont censés dormir, Marine et Tim se livrent à des scènes assez choquantes, qui vont d'ailleurs immédiatement interpeller la maîtresse. Marine et Tim se montent dessus, ils se touchent mutuellement, ils s'embrassent et ils reproduisent clairement des scènes intimes entre adultes. La question c'est évidemment comment peuvent-ils savoir à quoi ressemble une scène intime d'adulte puisque ce ne sont que des enfants. Sa maîtresse lui demande alors d'où vient son comportement et sa réponse elle est encore une fois assez déroutante. On fait ça à la maison, dans le salon. Maman est là, elle rit, et elle est sur le canapé. Elle prend des photos, et nous on est tout nus. Bon, là c'est juste trop, il faut savoir qu'est-ce qui peut bien se passer dans la maison de Marine. Pourquoi sa maman prend des photos nues de ses enfants et pourquoi est-ce qu'elle sait exactement à quoi ressemble un accouplement entre deux adultes? Ces questions-là, sa maîtresse elle va également se les poser et c'est ce qui va lui faire prendre la décision d'aller voir la police et de leur expliquer la situation. Sauf que là, il y a littéralement plus rien. En fait, il y a une assistante sociale qui va prendre en charge Marine, ses parents vont décider de la scolariser dans une autre école et littéralement plus personne n'entendra parler d'elle. Il n'y aura pas de suite à l'enquête concernant ses propos extrêmement choquants et la petite Marine va tout simplement se faire oublier. Même si en réalité c'est pas exactement ce qui va se passer. Pour l'institutrice et pour les gens qui avaient entendu parler de cette histoire, on a quand même l'impression qu'il n'y a rien qui a été fait. Mais en réalité, en interne, c'est tout autre chose qui est en train de se mettre en place. En fait, ça n'a pas encore été rendu public, mais les policiers chargés de l'affaire, ils vont envoyer au juge un rapport extrêmement alarmant. Ils dévoilent un potentiel penchant incestueux dans la famille de Marine et demandent que l'enfant soit placé en famille d'accueil. Et vous allez voir que ce juge va aller encore plus loin, puisqu'il va donner à la police un mandat de perquisition, ce qui va permettre de fouiller la maison de Frank et Patricia. Et à votre avis, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir trouver dans cette foutue maison? Alors attention les amis, parce que là vous êtes pas prêts. On va trouver absolument que dalle. Lorsque la police arrive sur les lieux, on voit des mouches noires sur tout le contour de la porte, et à l'intérieur, c'est encore pire. L'appartement dans lequel ils vivent, il est juste immonde. Vraiment, genre ça pue, c'est sale, c'est en bordel, mais à part ça, il y a rien de compromettant à l'horizon. La maman, elle va même aller jusqu'à montrer aux enquêteurs un album photo en expliquant qu'il y a rien de plus à voir et qu'il s'agit simplement de photos de famille. Et pour le coup, c'est vrai, hein, il y a absolument rien à signaler de bizarre dans cet appartement. La police, elle repart et Marine et sa sœur sont alors considérées simplement comme choquées de ce que leur grand-père leur a fait, ce qui expliquerait le comportement étrange de la petite fille. En gros, on va tout placer sous le coup de l'émotion. Et c'est véritablement quelques temps plus tard que l'affaire va prendre un tournant absolument effroyable, lorsque sa tante se décide enfin à contacter à nouveau les autorités pour dénoncer les agissements des parents de Marine. Elle explique que ceux-ci la frappent, la battent et qu'elle est complètement martyrisée à la maison. La police elle convoque encore une fois la petite fille et ses parents au commissariat, mais cette fois-ci vous allez voir qu'ils vont pas s'en sortir si facilement. Frank et Patricia sont mis en garde à vue et la jeune fille est prise en charge par la brigade des mineurs et ce qu'on va apprendre est encore une fois assez déroutant. C'est ses parents qui parle en premier en dénonçant un certain Eric, que vous connaissez à présent, puisqu'il s'agit en fait du monsieur qui avait besoin de penser à Marine pour avoir des orgasmes avec sa femme. Patricia, elle reste extrêmement vague et elle explique qu'Eric, il est effectivement déjà venu plusieurs fois à la maison, mais il pense qu'il s'est rien passé de plus. Et lorsqu'on va demander à la jeune fille, elle répond qu'Eric ne lui fait effectivement rien lorsqu'il venait rendre visite à ses parents, mais qu'il avait pour habitude de venir dans sa chambre et de lui mettre un crayon dans la bouche. C'est juste horrible, sérieux. Et malheureusement, ça va vraiment pas aller en s'améliorant, puisque d'autres révélations vont faire surface et clairement, ça fait plus que froid dans le dos. Pour revenir à la petite Marine, elle ne révèle pas grand chose de plus pour l'instant. Et les infos à ce moment-là de l'enquête ne permettent pas d'arrêter qui que ce soit. La police est donc dans une impasse. Et c'est là qu'il faut en fait remonter au début de cette vidéo, lorsque Margot, la femme d'Eric, qui semble troublée et inquiète du comportement déviant de son mari, vient le dénoncer à la police. C'est grâce à cette intervention que la police va enfin pouvoir rouvrir le dossier. Du coup, la police va encore une fois convoquer les parents de Marine ainsi qu'Eric, et c'est précisément à ce moment-là de l'histoire qu'on va basculer dans une toute autre horreur. Vraiment, accrochez-vous. Lorsqu'Eric arrive au commissariat, on lui met sous les yeux la déposition de sa femme, Margot, ainsi que les dires de Marine. Mais l'homme refuse toute coopération. Il clame son innocence haut et fort. C'est donc Patricia qui va devoir lui rafraîchir la mémoire en évoquant des faits qu'Eric aurait commis et qui sont complètement dingues. Eric a bel et bien abusé sexuellement de Marine, mais aussi de ses propres enfants. Et d'ailleurs, c'est pas tout. Patricia aurait cherché des enfants directement à l'école après la récréation pour les ramener chez elle. Eric jouait alors avec les enfants toute l'après-midi à un jeu qu'il appelait le docteur. Mais c'est pas tout. Eric n'est pas le seul qui venait rendre visite aux enfants. Il y avait aussi un certain Frank, le père de Marine, ainsi que d'autres hommes que Frank et Eric ramenaient avec eux à l'appartement, eux aussi pour violer les enfants. Patricia faisait payer les hommes qui venaient chez elle
pour violer ses propres enfants. Donc les hommes ramenés par les parents payaient ces mêmes parents pour violer leurs enfants dans leur appartement, et tout ça dans le but d'arrondir leur fin de mois. Et quand je dis arrondir, faut comprendre que c'est un business plutôt lucratif, puisqu'ils gagnent entre 1000 et 2000 francs par semaine, soit l'équivalent de 3 à 600 euros, donc environ 2000 euros par mois actuel, pour arrondir les fins de mois. Pendant 2 ans, de 1999 à 2001, Patricia, Frank et Eric vont violer et faire payer les viols de leurs propres enfants, ainsi que de copains de classe de leurs enfants qu'ils allaient chercher directement à la maternelle. Des hommes venaient toutes les semaines chez eux jouer au docteur. On va alors demander à Patricia le nom des enfants qui ont été amenés à l'appartement, et encore une fois, c'est une grosse douche froide. Elle se rappelle d'environ 18 prénoms d'enfants qui auraient été ramenés et violés chez elle. En fait, je comprends pas comment une mère peut accepter une telle violence sur ses enfants. Comment Patricia, elle a pu laisser faire sans rien dire? Et bah ça, en fait, c'est lors d'un entretien qu'on va apprendre pourquoi. Lorsqu'elle explique à la police que Frank et Eric l'ont tout simplement menacée de mort si elle révélait ce qui se passait dans son appartement. La police décide alors de retrouver les 18 enfants ainsi que les adultes accablés et de réunir tout le monde au poste. Il y a notamment une certaine Lydia, une maîtresse d'Eric, avec qui il a donc trompé Margot, ainsi que 2 frères, Philippe et Didier, qu'il faut d'abord aller chercher dans un endroit un peu particulier. En prison. En fait, ils ont un passé qui est assez sombre, puisqu'ils ont tous les deux déjà été reconnus dans le milieu comme étant des pédophiles. Et ils ont donc été condamnés pour des faits sur des mineurs. Et apparemment, ils seraient eux aussi inculpés dans cette affaire, et sont donc extradiés de leur cellule pour être entendus. Et ce qu'ils vont révéler aux enquêteurs est encore une fois assez terrible. Tout d'abord, Margot, elle avait entièrement raison sur tout ce qu'elle a dénoncé. Tout le monde corrobore sa version et explique que des enfants étaient effectivement amenés à l'appartement dans le but d'être violés. Et aussi que Patricia faisait effectivement office de caissière qui encaissait les clients avant de les laisser faire leurs choses sordides sur ses enfants. Néanmoins, il y a un des accusés qui titille un petit peu la police, notamment à cause de son compte bancaire. Il s'agit de Didier, et son train de vie, il semble visiblement bien au-dessus de ses moyens. Didier, il est RMiste. Ça veut dire qu'il vit de ce qu'on appelait à l'époque le RMI, qui est du coup aujourd'hui devenu le RSA. Comment, avec si peu de moyens, peut-il se permettre, par exemple, d'aller régulièrement au bar à danseuses, pour lesquelles il va dépenser des sommes absolument folles, et il va aller jusqu'à acheter des bouteilles de champagne, non seulement pour lui, mais aussi pour toutes les danseuses du club, ce qui représentait déjà à l'époque des sommes astronomiques de 12 000 francs par mois. Tout ça juste dans de l'alcool et des femmes. Donc effectivement, le mec n'a pas du tout les revenus d'un RMI, et la question c'est bien évidemment d'où provient cet argent. Pour comprendre la suite de l'histoire, faut s'intéresser à un problème qui n'est pas directement lié à l'enquête, mais qui en est plutôt une conséquence. À Angers maintenant, cette nouvelle affaire de pédophilie, viol sur une vingtaine d'enfants de 2 à 12 ans avec la complicité de leur mère. Mais ce qui renforce l'indignation, c'est que 2 des hommes interpellés avaient déjà été mis en cause dans des affaires de ce genre et faisaient l'objet, théoriquement, d'un suivi judiciaire. Dans l'affaire de pédophilie d'Angers, 9 personnes, 3 hommes et 6 femmes ont été mises en examen depuis la semaine dernière pour viol et proxénétisme aggravé. Leurs victimes, 27 enfants de 6 mois à 12 ans. Lorsque celle-ci devient publique, elle prend rapidement de l'ampleur, si bien que plusieurs personnalités vont prendre la parole, même au JT de TF1, pour dénoncer les actes subis par les enfants. Le problème, c'est que le JT de TF1, tout le monde le connaît, et c'est pas forcément le meilleur moyen de garder des informations secrètes. C'est même plutôt le pire en fait. On découvre donc peu à peu que des éléments et des preuves sont détruites au fur et à mesure qu'on en parle dans la presse et dans les médias, comme si plusieurs personnes se sentaient concernés et essayaient de masquer leurs pas, comme s'il y avait un espèce de réseau qui voulait éviter qu'on puisse le relier à l'affaire. Mais ça, c'est que plus tard qu'on va découvrir pourquoi. Et accrochez-vous, parce qu'on va entrer dans un tout autre niveau dans l'horreur. C'est juste pas possible. À force d'interroger le voisinage et les témoins, la police se rend compte petit à petit que plusieurs personnes semblent être mises en cause. Et celles-ci ont toutes un point commun. Elles habitent au même endroit. Elles se connaissent, elles se côtoient, et vivent dans le même immeuble. L'immeuble de la petite Marine. On comprend alors un truc absolument horrible. S'il y a un réseau pédocriminel, ce réseau est constitué en grande partie de voisins. En fait, les voisins et voisines du quartier avaient pour mission de récupérer les enfants et de les compacter comme du bétail dans leur voiture. Une fois que le tour du quartier était fait, les enfants étaient tous amenés à l'appartement de Marine, où ils prostituaient les enfants pour qu'ils se fassent violer, soit par des purs inconnus qui avaient eu vent du réseau et qui étaient intéressés par les services que proposaient Frank et Patricia, soit simplement
par des voisins qui venaient un petit peu s'amuser. Il y a un témoignage qui est absolument immonde que j'ai entendu concernant cette histoire à propos d'une certaine Nathalie qui m'a clairement fait froid dans le dos. Nathalie, elle explique connaître le couple Patricia et Franck et y avoir régulièrement pris le café et bu un coup. Mais il n'y a pas que ça. Nathalie, elle a pour habitude d'amener ses 2 enfants à la demande de Patricia qui les livre à d'autres hommes. Lorsque Nathalie, elle prend l'apéro dans le salon, elle entend souvent ses enfants crier et se débattre dans la chambre d'à côté, dans la chambre de la petite Marine. Et souvent, ils sont en compagnie de Franck. Elle entend ses enfants se plaindre qu'on leur fait du mal ou des phrases du style « Papa, arrête s'il te plaît, je veux plus faire ça ». Alors que Nathalie est invitée chez Patricia, elle est entourée d'autres enfants et d'autres parents qui sont eux aussi invités. Alors qu'elle entend les enfants se plaindre dans la chambre, Nathalie elle décide d'aller voir ce qui se passe et découvre les papas avec leurs enfants dans le lit. Tous les enfants pleurent et gesticulent, les hommes eux ne disent rien. Alors que la porte est grande ouverte, le reste des mères et des voisins qui étaient présents cette journée-là voient la scène et personne ne dit absolument rien. En fait, tout le monde était au courant que ce genre de choses se passait et personne n'avait absolument rien à dire puisque parmi les hommes au lit avec les enfants se trouvaient soit des inconnus, soit des pédophiles qui étaient en même temps leurs maris. Donc elles pouvaient pas dire grand chose. Et en plus de ça, on leur payait des sommes absolument folles pour violer leurs enfants. Donc tant que c'était rentable, en fait, il y a aucun parent qui comptait mettre un terme à cette horreur. D'ailleurs, il y a un autre aspect qu'il faut comprendre, c'est que les pères des enfants avaient menacé plusieurs fois les femmes, dont Nathalie, qui voit bien que ses enfants se plaignent et pleurent et qui veulent absolument pas y retourner, mais elle se voit obligée de leur expliquer qu'elle est menacée de mort et que si elle ne les amène pas à l'appartement, c'est d'autres enfants qui prendront 2 fois plus. Et c'est franchement une situation qui est abominable. Surtout que les parents du quartier n'ayant pas beaucoup d'argent, l'organisation du réseau s'est faite selon les classes sociales. Ce qui veut dire que ceux qui pouvaient payer allaient violer les enfants en échange d'argent, mais pour les parents qui n'avaient absolument pas de sous à mettre là-dedans, ils pouvaient laisser aux voisins du pain, de la viande, des sachets de courses en échange de leurs enfants pour quelques heures. En gros, c'était un espèce de mélange de business et en même temps un réseau pédocriminel, tout ça mélangé avec des restos du cœur. Et étant donné qu'ils étaient tous voisins et qu'en dehors du réseau ils se côtoyaient, en fait personne ne disait rien et ils échangeaient simplement leurs gamins contre un sac de légumes quoi. Et d'ailleurs on va découvrir par la même occasion que Patricia est en réalité la trésorière du réseau. C'est un métier et une place centrale qu'elle gère avec un sérieux désarmant. Elle encaisse les adultes qui viennent pour abuser des enfants du quartier et dans son appartement elle garde les recettes triées dans une boîte en métal qu'elle garde précieusement chez elle. C'est juste horrible de savoir que leur propre mère pouvait les prostituer de cette façon, surtout qu'il est beaucoup plus dur et beaucoup plus rare en fait pour une femme et pour une mère d'avoir ce genre de comportement avec ses enfants parce que habituellement c'est plutôt les hommes qui sont concernés. Mais vous allez voir qu'en parlant de femmes, il y a une certaine Martine qui va nous en apprendre un peu plus sur ce que les dames faisaient dans le réseau, puisque jusqu'à maintenant elles buvaient simplement l'apéro. On va néanmoins découvrir que leur rôle et leur implication dans l'affaire va beaucoup plus loin. Et ce que Martine va nous révéler va à mon avis vous glacer le sang et nous faire replonger dans l'horreur. On apprend que les femmes présentes sur les lieux ne regardaient pas simplement les viols. Elles participaient aux agressions sexuelles avec leur mari et sur leurs propres enfants. Le mari et la femme se partagent donc leurs enfants, mais aussi ceux des autres, qu'ils échangent et font tourner, comme on échangerait un paquet de cartes à collectionner. Afin d'éclaircir l'enquête, les policiers vont faire venir les mineurs jusqu'au poste de police où ils vont être questionnés, et leurs réponses vont être enregistrées par une webcam braquée sur eux durant toute la durée de l'entretien. Beaucoup d'entre eux ont du mal à parler et à mettre des mots sur l'horreur qu'ils ont vécue. Certains se débrouillent en faisant des gestes un peu suggestifs et explicites, et d'autres tentent avec des mots ou des bruits d'expliquer la situation. Ceux qui ont le courage de parler sortent des phrases qui laissent sans voix les policiers. Et puis, les enfants continuent de révéler à la police des scènes absolument immondes, qui terrifient les enquêteurs et qui se demandent clairement quand est-ce que le cauchemar va s'arrêter. Et là, je peux déjà vous donner une réponse. C'est très loin d'être terminé. On apprend lors d'un entretien avec un petit que les viols n'avaient pas uniquement lieu dans l'appartement de Patricia. L'enfant commence à décrire un autre endroit, un jardin. Il le décrit comme isolé, vaste et explique que plusieurs adultes se rejoignent dans ce fameux jardin en extérieur aux yeux de tous. Et le fameux jardin existe bel et bien. Il s'agit d'un jardin ouvrier qui se situe en bordure d'Angers, perdu dans la petite campagne. C'est à cet endroit que des viols ont aussi eu lieu sur les enfants. On organisait avec eux des partouzes où les adultes se rejoignaient de temps en temps, conduisant une voiture sans permis, plus précisément une mini-comtesse, et ils cherchaient dans la cité les participants de cette horreur et les faisaient monter dans la voiture, les serraient les uns contre les autres et les amenaient sur les lieux. Une fois arrivés, ils déchargeaient les enfants et les adultes se dirigeaient vers l'endroit en question.
Ils commençaient à boire de l'alcool, s'enivrer, avant d'aller chercher de vieux matelas dans une cabane et de les poser au sol dans un coin un peu caché. Ils demandaient ensuite aux enfants de se coucher sur les vieux matelas, de se déshabiller devant les adultes, et c'est là que la fête pouvait commencer. Une fois l'horreur terminée, ils rhabillent vite les enfants et les retournent à leurs parents, littéralement comme si s'était rien passé. La police comprend immédiatement que l'affaire elle est bien plus grande et bien plus sombre que ce qu'ils avaient d'abord imaginé, et décident de perquisitionner les jardins pour tenter de retrouver des indices. Les cabanes où les viols ont été commis font froid dans le dos. Les matelas sont encore posés par terre, au milieu de la saleté, de la poussière et des outils de travail rouillés et pleins de terre disposés un peu partout. D'ailleurs, faut savoir que les scènes que je vous décris depuis avant n'ont pas seulement été retranscrites par la police, elles ont aussi été filmées et photographiées par les agresseurs. La question c'est évidemment où sont passées ces photos et ces vidéos. Lorsqu'on perquisitionne l'appartement de Patricia ainsi que les jardins et les cabanes, on ne trouve absolument aucun contenu concernant les viols ni aucune preuve matérielle. Et pourtant les enfants, comme certains adultes, ont avoué que ces documents existaient bel et bien. Et c'est la mère d'un des enfants qui va finir par dévoiler comment ils ont réussi à se débarrasser des contenus compromettants. Un samedi après-midi, le réseau pédocriminel et ses voisins se réunissent, chacun avec son lot de cassettes audio, d'enregistrements vidéo, dont des VHS et des photographies des enfants. Ils mettent tout ça en commun dans un vieux baril et ils foutent tout simplement le feu, afin de détruire les preuves. En rond autour de ce brasier, tel une secte, ils vont faire un pacte qui ne devra être rompu sous aucun prétexte. Ils font tous vœu de silence jusqu'à la fin de leur jour. Personne ne doit parler des horreurs qui ont été commises. Il est impossible de dénoncer qui que ce soit sous peine d'être abattu par le reste du réseau. Là au moins t'es fixé, tu sais que tu vas pas parler. Et c'est comme ça du coup qu'ils sont arrangés pour que personne ne parle et que personne ne dénonce personne, ce qui est effectivement plutôt efficace. Néanmoins vous allez voir que c'est pas non plus infaillible, puisque plus le temps avance et plus les témoins, les coupables et les enfants se mettent à parler. Après quelques semaines, c'est pas moins de 30 enfants qui disent avoir été abusés sexuellement par des parents et des voisins. Certains le disent, d'autres doivent se faire examiner car trop jeunes pour parler. Les plus vieux ont 12 ans, mais les plus jeunes ont à peine 6 mois. Pour comprendre la suite de l'histoire, faut qu'on s'intéresse maintenant à un élément dont on a déjà parlé, la fameuse boîte en métal, qui s'avère en fait être une boîte aux lettres et qui contient des dizaines de liasses de billets, qui chiffrent vite à des montants complètement délirants. Et en fait, c'est tout là le problème les amis. Si on s'intéresse d'un peu plus près aux voisins qui habitaient dans la cité, ils sont tous pauvres. En fait, ils vivent sur les aides sociales, ils ont pas de métier ou alors des métiers très mal payés, il y en a pas mal d'entre eux qui sont juste coupés du monde, illettrés ou analphabètes, et c'est pas moi qui le dis, c'est dans le documentaire. Donc les commentaires, calmez-vous là, vous me rangez ces doigts là, vous me rangez ces doigts. Ah là là, ils vont me casser les couilles. Étant donné que la plupart des adultes accusés de viol sur les mineurs n'avaient pas d'argent, expliquez-moi comment on se retrouve avec des milliers de francs par semaine dans la boîte aux lettres. Cet argent, vous vous doutez bien qu'il doit bien venir d'autre part, de quelque part où les gens avaient quand même un peu plus de moyens. Eh bien, c'est exactement ce que les enquêteurs vont se dire, et c'est encore une fois, malheureusement, les dires des enfants qui vont nous mettre la puce à l'oreille. En effet, il y a pas mal de mineurs qui, durant leur entretien avec la police, vont parler de monsieur et madame avec une cagoule sur la tête. Sauf que les gens qui vivaient dans l'immeuble, ils se connaissaient tous entre eux, et connaissaient aussi les enfants. Donc ils n'avaient pas vraiment besoin de se cagouler, puisque de toute façon, tout le monde était amis et tout le monde était plus ou moins proche pour être des connaissances. Les enquêteurs vont donc conclure quelque chose qui va leur glacer le sang. Et si les gens en cagoule étaient des personnes étrangères au réseau, qu'ils ne faisaient pas partie des voisins de l'immeuble, et s'ils voulaient garder leur identité secrète, car celle-ci pourrait être dévoilée en dehors de la cité, et si le réseau criminel était beaucoup plus grand que ce qu'on imaginait. C'est un certain Georges qui va nous mettre sur la piste lorsqu'il est interrogé par la police. Il est handicapé, père de 2 enfants, et il avoue les avoir violés et les avoir partagés avec d'autres adultes. Il explique aussi avoir abusé un nombre incalculable d'autres mineurs dans le fameux appartement, et il va révéler un détail qui va tout de suite faire tilter les enquêteurs. Georges parle lui aussi spontanément d'agresseurs cagoulés qui venaient abuser des enfants de façon à ce que personne vivant au quartier n'ait jamais su leur identité. Et pour cause, ces agresseurs ne ressemblent pas du tout aux habitants de la cité. Bien qu'on n'ait jamais vu leur visage, on les aurait vus venir un paquet de fois chez Patricia et Franck en lâchant des très gros billets. Mais c'est pas tout. Il y a une femme, habituée de la pratique, qui est constamment vêtue d'une cagoule en cuir extrêmement luxueuse, qui semble habillée avec des vêtements très chers et qui possède un certain standing. Tout comme un autre violeur. Un homme, lui aussi d'une classe sociale aisée, qui venait souvent dans la cité avec une grosse cylindrée d'une marque très prestigieuse. Autrement dit,
Des gens qui ne viennent clairement pas d'une cité et d'un milieu HLM, mais qui pourtant profitent de la pauvreté et de la misère des familles dans le besoin pour les faire vivre financièrement en échange de pratiques absolument dégueulasses. Alors c'est quoi la suite de cette histoire? On n'a aucune idée de qui sont les cagoulés et on n'a aucune idée de la taille de ce fameux réseau. On est donc clairement dans une impasse. Et encore une fois, vous allez voir que en fait c'est un enfant qui pour le coup n'habite même pas dans la cité qui va aider à faire avancer l'enquête d'une manière assez surprenante. La suite de notre histoire se déroule un 17 juillet 1993, lorsqu'un petit garçon qui regarde simplement le JT à la télévision va partager une information extrêmement déroutante à ses parents. En effet, il dit avoir reconnu le volet d'un appartement qui est diffusé ni plus ni moins que sur l'écran du salon. Il est catégorique, il est déjà venu dans cette cité, dans cet appartement, et il reconnaît à 200% le balcon, le volet et la fenêtre de celui-ci. Ce petit garçon, c'est un certain Boris. Et l'appartement qu'il a reconnu, c'est celui de Patricia et Frank. Il explique à ses parents y avoir été emmené de force et y être resté pendant plusieurs heures, dans le salon, accompagné d'un autre adulte, qui connaît très bien puisqu'il s'agit de son père. Les parents de Boris sont séparés, et c'est donc son père ainsi que sa nouvelle femme qui l'aurait amené dans cet appartement sans que sa mère ne soit au courant. Néanmoins, Boris explique que son papa y est allé pour boire un café et que le petit garçon est resté dans le salon, mais qu'il s'est jamais rien passé. Mais pour en avoir le cœur net, sa mère décide quand même d'aller voir la police et leur demande d'interroger son fils. Et l'interrogatoire qui s'ensuit est particulièrement déroutant. Lorsque la police aborde le sujet de l'appartement, Boris se recroqueville sur lui-même, il se met en position fétale et se met à pleurer de manière incontrôlable. Lorsqu'on tente de le prendre en photo, il couvre son visage et son corps, comme pour se protéger, comme s'il avait déjà vécu cette scène auparavant. Je pense que vous, comme la police, vous avez déjà compris que le petit garçon, il a sûrement vécu des sévices sexuels là-bas, mais pour s'en assurer, on va quand même interroger Philippe, le père du petit garçon, qui va nous raconter dans les moindres détails l'horreur qu'il a fait subir à son fils. Et vous êtes clairement pas prêts, les gars, je vous le dis tout de suite. Le petit garçon a été violé et brutalisé par plusieurs adultes dans l'appartement de Patricia. Son père était à côté, il l'entendait crier son nom, l'appeler à l'aide, mais il ne viendra jamais l'aider. Ils abusaient aussi des enfants, soit par des caresses sur le sexe, soit aussi en les faisant se lécher, se sucer ou même encore en les pénétrant. Ça se passait un peu partout dans l'appartement. Ça ressemblait alors à un véritable bordel. Frank l'a fait mettre à quatre pattes par terre dans la chambre. Il lui a enfoncé un doigt dans le qu'il a retiré après avoir fait plusieurs mouvements de rotation. Il n'a pas utilisé de produit lubrifiant. Jean-Louis a d'abord caressé le sein de mon fils, puis il a frotté le sien entre ses fesses. Patricia s'est ensuite frottée à lui en l'obligeant à caresser et embrasser ses seins. Le numéro 3 est arrivé derrière et l'a enculé pendant environ 10 minutes, pendant lesquelles l'enfant criait « J'ai mal, arrête, papa aide-moi ». Cet adulte a ensuite éjaculé sur le dos de mon fils et sur les fesses. Cette horreur qui s'est déroulée sous les yeux de tous pendant des années est tout bonnement insupportable. Et je vous avoue que j'ai vraiment du mal à comprendre comment on peut laisser faire ça à des gamins sans rien dire et en toute impunité. Néanmoins, lorsque se lance le procès du réseau d'Angers, qui va tenter de tirer au clair cette affaire, on comprend vite que les gens qui ont commis ces atrocités ont quand même des prédispositions, notamment Frank, le principal accusé, qui va nous parler un petit peu de son enfance. Et franchement, la première fois que j'ai entendu ça, je vous avoue que j'étais un petit peu sur le cul. Alors que Frank est jugé pour avoir violé sa fille et plusieurs autres enfants, son père qui est avec lui dans la salle vient à la barre pour témoigner. Le problème c'est que lui, il avait déjà été condamné pour avoir violé ses enfants. Lorsqu'on lui demande de parler un peu plus de son enfance, Frank il explique qu'à l'époque, personne ne s'occupe de lui. En fait, il vit dans la rue et il mange dans les poubelles. Et il se dit que clairement ce serait pas de refus d'avoir un peu d'aide de son père et décide donc d'aller le retrouver, sans savoir qu'il est peut-être en train de faire l'une des plus grosses erreurs de sa vie. Lorsqu'il finit par le retrouver, son père l'accueille chez lui et en contrepartie, il le viole. Il va aussi donner son propre fils comme de la chair fraîche à un de ses amis qui lui aussi est SDF à la rue pour qu'il puisse passer du bon temps avec son fils. Cet ami va aussi le violer à son tour. Lorsque le juge il entend cette révélation, il peut s'empêcher de demander au père de Frank comment il a pu s'occuper comme ça de son fils. Ce à quoi il va simplement répondre « De toute façon, moi j'en ai rien à foutre de mes enfants ». À ces mots, Frank il s'effondre sur sa chaise et il dit simplement au juge « Je crois que j'ai préféré être mort ». Comme vous pouvez le voir, Frank ne s'est pas levé un matin et n'a pas décidé d'abuser ses enfants et ceux des autres comme ça par hasard. Il a clairement lui-même vécu l'horreur étant petit et même si ça pardonne rien, c'est quand même un élément qu'il faut avoir en tête pour comprendre l'histoire. Et surtout pour comprendre comment on en arrive à des situations pareilles. Dans la salle d'audience, on va voir de tout pendant des mois. Il y a des parents qui n'osent pas regarder leurs propres enfants dans les yeux par honte de ce qu'ils ont fait. Il y a des avocats et des juges qui vont craquer et fondre en larmes. Il y a des parents qui vont se moquer ouvertement et complètement des faits qu'il aurait reprochés. Et il y a des enfants qui vont tenter par des mots discrets et des petits dessins d'expliquer à la cour l'horreur qu'ils ont subie. Et les choses s'accélèrent lorsque Patricia se met enfin à parler. Et elle avoue absolument tout. Tout ce que disent les enfants
est vrai. Grâce à ces aveux, tout le monde va se mettre peu à peu à parler et les langues vont se délier. Et finalement, 5 mois après le début du procès, Eric il est bel et bien reconnu coupable des faits qu'on lui reproche et il sera condamné à 28 ans de prison. Franck pour sa part, il va prendre 18 ans et Patricia, qui était du coup la trésorière du réseau, elle est condamnée à 16 ans de prison. Pour le reste des personnes qui étaient impliquées, notamment les voisins, ils vont prendre entre 8 et 16 ans, ce qui veut dire qu'en tout, le juge a réclamé 517 années de prison. Il reste néanmoins un dernier volet à traiter qui semble être passé assez inaperçu durant le procès. Il s'agit des personnes cagoulées. Il y a plusieurs enfants et parents qui avaient avoué que des gens cagoulés et très fortunés venaient régulièrement abuser des mineurs chez Patricia. Mais durant le procès, impossible de mettre la main sur une seule piste qui pourrait nous mener jusqu'à ces étranges personnages. Néanmoins, il y a peut-être une lueur d'espoir. En fait, il y a un CD-ROM qui a été retrouvé avec gravé dessus des centaines de photos de viols d'enfants qui sont ni plus ni moins que les enfants abusés chez Patricia et chez Franck. Le seul moyen pour la police de retrouver le ou les personnes ayant gravé ce disque, c'est de passer au crible tous les sites internet connus comme étant des repères de pédophiles, et en fouillant le contenu uploadé sur ce genre de communauté en ligne, on pourrait potentiellement finir par retrouver certaines photos ou vidéos qui étaient présentes sur le CD. Si on y parvient, ça veut dire que quiconque qui a mis en ligne la photo ou la vidéo possédait ou avait accès au CD-ROM. Et de cette manière, on pourrait remonter la piste jusqu'à d'autres membres du réseau et peut-être jusqu'aux personnes cagoulées. Avant de terminer l'histoire, j'aimerais vous faire écouter quelqu'un qui a commencé l'affaire et qui va aussi la terminer. Quelqu'un que vous connaissez déjà, puisqu'il s'agit en fait de la petite Marine. La jeune fille n'est plus tellement petite, elle est même devenue grande puisqu'elle a à présent 18 ans au moment où elle enregistrait l'audio et elle va nous révéler sa propre vérité sur ce qui s'est passé et sur ce qu'elle a vécu. Et en fait, dans la voiture, ils nous ont enlevé le pantalon, la jupe, et puis après la culotte, et puis... des fois, ils nous demandaient de mettre son sexe dans notre bouche. Et puis, ou alors, des fois, ou lui, des fois, il mettait son sexe dans notre sexe. Il se sentait très mauvais parce que lui, il prenait du plaisir à nous faire ça. Et bah, nous, avec ma petite sœur, et ben, on pleurait, quoi. Il fallait pas dire non parce que sinon, il était brutal, quoi. Et si jamais on disait à quelqu'un d'autre, et ben, il disait qu'il allait nous tuer. Moi, j'ai dit, j'en voulais pas et qu'il pouvait mourir, que ça me faisait rien. Lui, il a beau être en prison, mais peut-être qu'un jour ou l'autre, il sortira. Mais moi, est-ce que ça sortira un jour de moi ? Les amis, cette histoire est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura appris des choses, même pour ceux qui connaissaient déjà l'affaire. C'est clair que parmi toutes les vidéos que j'ai fait sur la chaîne, ce genre de contenu, c'est vraiment le pire à produire. Je fais de mon mieux pour entrer dans tous les détails, quitte à être un petit peu brut ou trop explicite. Mais bon, pour moi, l'affaire, elle est brute et explicite, et je pense que c'est pas forcément rendre justice à ce qui s'est passé en essayant de l'aseptiser pour plaire à l'algorithme ou aux marques. D'ailleurs, on remercie quand même Oli de nous avoir accompagnés sur la vidéo. C'est quand même très courageux à eux de soutenir mon travail. Comme vous pouvez vous en douter, c'est pas ce qui se rapproche le plus d'une dégustation de yaourt. C'est quand même des vidéos qui sont très dures à sponsoriser. Donc merci à eux de nous soutenir sur des vidéos qui traitent de sujets aussi difficiles. N'oubliez pas que vous avez quand même 5 € de réduction avec le code Julano5 et 10% de réduction avec le code Julano. N'hésitez pas à aller checker tout ça et vous faire quand même un petit plaisir durant cet été. Franchement, le combo Oli plus vidéo Julano, je vous le conseille. C'est le choix du chef. Les amis, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Dans la mesure où ce genre d'histoire peut plaire, hein, je parle plutôt de plaire dans la narration et dans la réalisation. Hein. Calmez-vous les commentaires, je vous demande pas d'aimer ce qui s'est passé. Oh là là, les commentaires, oh, ils recommencent. Oh. Les amis, cette outro est beaucoup trop longue, donc je vous dis merci aux 3 qui sont restés jusqu'à la fin. Prenez soin de vous, on se retrouve dans une ancienne ou une prochaine vidéo. C'était Julano, ciao. Et si vous êtes gentil et que vous restez encore quelques secondes, vous avez le droit à un paix que j'ai fait durant la vidéo. Et franchement, là, je vous dis, c'est de l'or en barre. Lorsque la police, elle arrive sur les lieux, abonnez-vous.